Je m'appelle Norma B. Taylor. J'ai 32 ans. Et le jour où mon père m'a demandé de céder ma maison à ma sœur aînée a été le jour où j'ai finalement compris que dans ma famille, l'amour avait toujours été assorti de conditions. J'ai acheté ma première maison l'année dernière. Ce n'était pas un vaste domaine de rêve, pas le genre d'endroit où les gens arrêtent leur voiture pour regarder, mais c'était la mienne. Une petite maison chaleureuse de 3 chambres dans un quartier calme avec une douce lumière d'après-midi dans la cuisine et un porche sur lequel je m'asseyais quand j'avais besoin de respirer. J'avais gagné chaque centimètre carré de cette maison, chaque mur, chaque paiement, chaque sacrifice. Pendant que je passais des années à économiser, à travailler, à planifier et à dire non aux choses que je voulais, ma sœur aînée Émilie semblait glisser à travers la vie les 2 mains ouvertes, toujours prête à recevoir la prochaine chose que quelqu'un lui donnerait. Mes parents l'avaient toujours favorisée. Je le savais depuis des années. Ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller. Il y a quelques semaines, mon père a appelé et m'a demandé s'il pouvait passer. Sa voix était décontractée, trop décontractée, et je me souviens avoir ressenti une étrange oppression dans ma poitrine avant même qu'il n'arrive. Mon petit ami, Daniel, m'avait dit plus d'une fois que ma famille ne se montrait que lorsqu'elle voulait quelque chose. J'en avais ri à ce moment-là. Je n'ai pas ri quand j'ai ouvert la porte et vu mon père debout à côté d'Émilie, tous deux arborant le genre d'expression satisfaite qui vous donne la nausée avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Nous nous sommes assis dans mon salon. Mon père a eu une conversation superficielle pendant moins de 2 minutes avant de regarder autour de ma maison comme s'il évaluait des meubles lors d'une vente aux enchères. Puis il l'a dit. Norma, ta sœur a traversé une période très difficile dernièrement, et nous pensons que tu devrais lui donner cette maison. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai même ri à gorge déployée, le genre de rire qui s'échappe quand quelque chose est trop absurde pour être compris. Lui donner ma maison. Émilie n'a rien dit au début. Elle était juste assise là, les bras croisés, l'air ennuyé, comme si les papiers auraient déjà dû être signés et remis avant même son arrivée. Papa se pencha en avant. Elle en a plus besoin que toi. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de famille qui dépend de toi. Cette maison est trop grande pour une seule personne, et elle est en difficulté en ce moment. Ce serait la bonne chose à faire. En difficulté. Ce mot m'a presque fait perdre la tête. Émilie n'était pas en difficulté. Émilie était irresponsable. 5 ans plus tôt, mes parents lui avaient donné une belle maison de 3 chambres dans un quartier bien plus agréable que le mien. Un vrai cadeau, un vrai coup de pouce. Elle l'avait vendue en moins d'1 an, avait dépensé l'argent dans des opportunités commerciales ridicules, des achats tape à l'œil et une terrible décision après l'autre, puis avait fini par vivre aux dépens de nos parents quand tout s'était effondré. Et maintenant ils étaient là, assis dans mon salon, me demandant de nettoyer les débris de sa vie comme si j'étais né dans ce but. Non, et je dis, absolument pas. Le visage de papa s'est assombri immédiatement. Émilie a émis un petit ricanement aigu comme si mon refus était embarrassant pour elle. Je savais que tu serais égoïste à ce sujet. Je l'ai regardé. Égoïste? J'ai acheté cette maison avec mon propre argent. On ne me l'a pas donnée pour que je la vende dès que la responsabilité devenait gênante. Quoi? Surveille tonton, claqua papa. C'est ta sœur. Tu as la responsabilité de l'aider. Je sentais quelque chose de vieux et d'amer monter en moi, pas seulement de la colère, mais une reconnaissance. Le même scénario, les mêmes rôles, Émilie veut, papa exige. On s'attend à ce que je me rende. Puis il a essayé de me coincer. Si tu refuses, ne t'attends pas à voir un sou de ma part quand je ne serai plus là. Je te retirerai de mon testament. Cela aurait dû m'effrayer. Peut-être il y a des années, cela l'aurait fait. Au lieu de cela, je me suis levé, suis allé dans mon bureau, et suis revenu avec un dossier que j'avais gardé pour des moments exactement comme celui-ci. Je l'ai posé sur la table devant eux. La pièce est devenue silencieuse. Le visage d'Émilie a changé en premier. Celui de mon père juste après. J'ai ouvert le dossier et tapoté les documents. Cette maison que vous lui avez donnée, celle qu'elle a vendue. Cela valait plus que tout ce que je verrai jamais de votre succession. Elle a déjà eu sa part. Je n'ai rien eu. Alors, retirez-moi si vous voulez, mais ne revenez jamais en vous attendant à ce que je sauve la même personne que vous avez passé toute votre vie à choisir à ma place. Papa a explosé.
Il a crié à propos de la gratitude, de la famille, de tout ce qu'il était censé avoir fait pour moi. Émilie a claqué sa main sur la table et a hurlé que la maison avait été un cadeau et que le soutien familial ne devrait pas avoir de prix. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ai dit, apparemment, le mien en a un, et le prix est une maison. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de raisonner avec eux. Je me suis dirigé vers la porte, l'ai ouverte, et ai prononcé les mots que j'aurais dû dire des années plus tôt, et sortais de ma maison. Émilie est partie la première, serrant son sac de marque comme si c'était elle qui avait été humiliée. Papa s'est attardé juste assez longtemps pour me traiter de déception. Puis il l'a suivi. J'ai fermé la porte à clé derrière eux et suis restée là dans le silence, tremblante. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin. J'aimerais pouvoir dire qu'ils ont enfin compris que j'en avais fini d'être la fille qu'ils pouvaient dépouiller chaque fois qu'Émilie en voulait plus. Mais ce n'était que le moment où le masque est tombé. Parce que quelques jours plus tard, j'ai appris que mon père ne menaçait pas seulement de me rayer de son testament. Il essayait de prendre ma maison. Quelques jours se sont écoulés après que je les ai mis dehors, et pendant un bref et stupide instant, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru avoir enfin tracé une limite que même mon père n'oserait pas franchir. La maison semblait plus calme, presque soulagée, comme si elle avait expiré avec moi. Daniel m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Il m'a tenu la main cette nuit-là et a dit, ils n'ont de pouvoir que si tu continues de leur en donner. Je voulais croire que c'était vrai. Puis l'appel téléphonique est arrivé. C'était mon agent immobilier. Sa voix semblait confuse, prudente. Salut, Norma. Je viens d'avoir une étrange demande de renseignements concernant ta propriété. Quelqu'un prétendant être ton père a demandé si le titre était entièrement à ton nom ou toujours sous propriété familiale. J'ai gelé. Propriété familiale? Oui. J'ai trouvé cela étrange, alors je n'ai donné aucun détail, mais tu voudrais peut-être vérifier de quoi il s'agit. Après avoir raccroché, quelque chose s'est tordu dans mon estomac. Mon père n'avait aucun lien légal avec ma maison. Aucun. Le titre était à moi. L'hypothèque était à moi. Chaque signature sur chaque document était à moi. Alors pourquoi posait-il des questions comme celle-là? Cette nuit-là, j'ai eu ma réponse. Mon téléphone a vibré avec une notification de mon système de sécurité, mouvement détecté à la porte d'entrée. Mon cœur a raté un battement. J'ai ouvert l'application et affiché le flux en direct. Et ils étaient là, mon père, Émilie, et debout à côté d'eux, un serrurier. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. J'ai appuyé sur le bouton du microphone, ma voix résonnant à travers le haut-parleur. Puis-je vous aider? Le serrurier a sursauté physiquement, regardant autour de lui avec confusion. Mon père, en revanche, a à peine réagi. Il a juste levé les yeux vers la caméra comme s'il m'avait attendu. Nous vérifions juste quelque chose, a-t-il dit calmement. Ne rends pas les choses difficiles. Émilie se tenait à côté de lui, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres comme si elle avait déjà gagné. Vérifier quoi, exactement, ai-je demandé, ma voix plus acérée maintenant. Le serrurier a hésité, visiblement mal à l'aise. Ils ont dit qu'ils possédaient la maison et avaient perdu leurs clés. Ils m'ont demandé de changer les serrures. Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée. Tout mon corps est devenu froid, puis chaud, puis froid à nouveau. Oh non, absolument pas, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a semblé durer une éternité et aucun temps du tout. Mon esprit a parcouru tous les résultats possibles. Si je n'avais pas vérifié la caméra, serais-je rentré chez moi avec de nouvelles serrures? Avec mes affaires jetées dehors, avec Émilie assise sur mon canapé comme si cela avait toujours été le sien. Quand je suis arrivé dans l'allée, la scène était exactement telle que je l'avais vue sur mon téléphone. Le serrurier se tenait là maladroitement, outil en main. Mon père avait l'air irrité. Émilie semblait agacée, comme si ce retard la dérangeait. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché directement vers eux. Vous ne vivez pas ici, et je dis, ma voix calme mais froide. Et vous ne possédez pas cette maison. Le serrurier nous a regardés à tour de rôle, sa confiance s'effilochant. Madame, avez-vous une preuve de propriété? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon acte de propriété. C'est mon nom, pas le sien, pas le sien. Le mien. Il s'est penché, l'a lu, et s'est immédiatement reculé. Je suis désolé, je ne savais pas.
Bien sûr que non. Mais cela n'a pas changé ce qui a failli arriver. Mon père, cependant, ne reculait pas. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça, claqua-t-il. Je t'ai élevé. Je t'ai pourvu. Et c'est comme ça que tu me rembourses? J'ai laissé échapper un court rire sans humour. En vous empêchant de commettre une fraude? Oui, je suppose que c'est exactement comme ça que je vous rembourse. Émilie a gémi, levant les yeux au ciel. Papa, appelle juste la police. Elle ne peut pas nous expulser de notre propre maison. Je l'ai regardé, puis j'ai ri. Pas un rire poli. Pas même un rire de colère. Le genre qui monte quand la réalité devient si déformée qu'elle en devient presque une blague. Votre maison, ai-je répété. Vous croyez vraiment ça? Elle a haussé les épaules. Papa a dit que c'est toujours techniquement une propriété familiale. Le voilà, la vérité. Pas de confusion, pas de malentendu. Un plan. Je me suis retourné vers le serrurier. Leur avez-vous demandé une pièce d'identité? Il a hésité. Ils ont dit. Je n'ai pas demandé ce qu'ils ont dit. J'ai demandé ce que vous avez vérifié. Il a expiré, déjà sur la défensive. Écoutez, cela arrive tout le temps. Les gens se retrouvent enfermés dehors. Et vous les croyez sur parole, et je coupais. Aucune vérification, aucune preuve, juste une histoire, et vous êtes prêt à percer la porte de quelqu'un. Il avait l'air irrité maintenant, comme si j'étais le problème. Je n'avais pas encore commencé. Vous étiez sur le point de le faire, et je dis sèchement. Si je n'étais pas apparu, vous auriez forcé l'entrée de ma maison pour eux. Il y a eu une longue pause, puis il a marmonné, d'accord. J'aurais dû demander une pièce d'identité d'abord. Vous pensez? J'ai tendu la main. Donnez-moi votre carte de visite. Il a cligné des yeux. Pourquoi? Parce que je veux savoir exactement quelle entreprise a failli aider mon père à commettre une fraude. Sa mâchoire s'est serrée, mais après une seconde, il a fouillé dans sa poche et m'a tendu la carte. Je ne savais pas, a-t-il dit de nouveau, plus doucement cette fois. Je l'ai prise, jetant un coup d'œil au nom. La prochaine fois, vous vérifierez avant de toucher à la propriété de quelqu'un d'autre. Puis je me suis tourné vers mon père et Émilie. Allez-y, et je dis, m'écartant légèrement. Appelez la police. J'adorerais vous entendre expliquer comment vous pensez posséder une maison à laquelle vous n'avez aucun lien légal. Pour la première fois, mon père a hésité. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers sa voiture. Émilie a ouvert la bouche comme si elle voulait encore argumenter, mais il lui a attrapé le bras. Allons-y, a-t-il dit. Papa, maintenant. Ils sont partis précipitamment, Émilie me lançant un regard plein de haine, mon père marmonnant entre ses dents en l'entraînant. Je suis resté là, les bras croisés, les regardant s'éloigner en voiture jusqu'à ce que leur voiture disparaisse dans la rue. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé à quel point mon cœur battait fort. Je me suis retourné vers la maison, l'endroit pour lequel j'avais lutté, l'endroit qu'ils avaient failli prendre. Il ne s'agissait plus d'aider la famille. Il s'agissait de me protéger d'eux. Et en entrant, fermant la porte à clé derrière moi, une pensée s'est installée avec une clarté terrifiante, ils n'allaient pas s'arrêter. Et la prochaine fois, ils pourraient ne pas m'attendre pour les prendre sur le fait. Je suis resté longtemps dans mon salon après leur départ, la carte de visite du serrurier toujours serrée dans ma main. Mon pouls ne s'était pas calmé. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était quelque chose de plus aigu, de plus froid, le genre de prise de conscience qui change à jamais la façon dont vous voyez les gens. Ils avaient essayé de s'introduire chez moi, pas de me culpabiliser, pas de me faire pression, pas de me manipuler pour que je la leur donne. Ils avaient réellement essayé de la prendre. J'ai de nouveau regardé la carte, puis je suis allé directement dans la cuisine et j'ai composé le numéro imprimé dessus. Une voix joyeuse a répondu presque immédiatement. Merci d'avoir appelé. Comment puis-je vous aider? Oui, et je dis d'un ton monocorde. Je dois déposer une plainte. L'un de vos techniciens s'est présenté chez moi et était à environ 5 secondes de percer ma serrure parce que 2 personnes lui ont dit qu'elles possédaient l'endroit. Aucune vérification, aucune pièce d'identité, rien. Il y a eu une brève pause, puis le ton a changé. Je suis tellement désolé d'entendre cela. Avez-vous le nom du technicien? Je l'ai lu lentement sur la carte,
regardant la porte d'entrée comme si elle pouvait s'ouvrir à tout moment. Cela n'aurait absolument pas dû arriver, a-t-elle dit, maintenant sérieuse. Nous prenons cela très au sérieux. Je vais le transmettre à la direction immédiatement. Bien, ai-je répondu. Parce que si quelque chose comme cela se reproduit, je n'appellerai pas le service client. J'appellerai la police et mon avocat. Elle a recommencé à s'excuser, mais j'avais déjà mis fin à l'appel. C'était la première étape. La deuxième étape était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. J'ai appelé mon avocat. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai tout raconté, la visite, la demande, le serrurier, la tentative d'effraction. Quand j'ai fini, il n'a pas semblé choqué, pas même surpris. Norma, a-t-il dit calmement. Votre père et votre sœur ont tenté une fraude. Vous devez déposer une plainte à la police. J'ai fermé les yeux. Je ne veux pas qu'ils soient arrêtés. Vous n'êtes pas obligé, a-t-il répondu. Mais vous avez besoin d'un dossier, d'une trace écrite. S'il tente quelque chose comme cela à nouveau, vous aurez besoin de la preuve que ce n'était pas un incident isolé. Il avait raison. Et je détestais qu'il ait raison. J'ai attrapé mes clés et je suis parti avant de pouvoir changer d'avis. Le poste de police me semblait plus froid que prévu. Ou peut-être que c'était juste moi. Je me suis dirigé vers le guichet d'accueil, j'ai pris une inspiration et j'ai prononcé les mots qui ne me semblaient toujours pas réels. Je dois déposer une plainte. Mon père et ma sœur ont essayé de s'introduire chez moi. L'officier a haussé un sourcil. Avez-vous des preuves? Oui. Je lui ai tout montré, les images de sécurité, le serrurier, mon père debout là comme s'il était chez lui, et Émilie à côté de lui comme si c'était déjà la sienne. Puis je lui ai remis mon acte de propriété. Mon nom est le seul dessus, et je dis. Ils n'ont aucune revendication légale. Il l'a étudié attentivement, puis a hoché la tête. Cela constitue une tentative d'entrée illégale. Comme ils ne sont pas réellement entrés, ce n'est pas une intrusion complète, mais s'ils essaient à nouveau, cela deviendra un problème beaucoup plus important pour eux. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de vengeance, mais de protection. J'ai signé le rapport, sentant quelque chose changer en moi à chaque coup de stylo. Quand je suis sorti du poste, je me suis senti plus légère. Non pas parce que c'était fini, mais parce que j'avais enfin cessé de faire semblant que ce n'était qu'un drame familial. Ce n'était pas le cas. C'était tout autre chose. Mon téléphone a vibré la seconde où je suis monté dans ma voiture. Papa. J'ai fixé l'écran, puis l'ai laissé sonner. Une seconde plus tard, le nom d'Émilie est apparu. Je l'ai ignoré aussi. Puis le message texte est arrivé. Tu as appelé la police pour papa. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai expiré lentement, puis j'ai tapé en retour, il a essayé de s'introduire chez moi. Les actions ont des conséquences. Sa réponse est venue instantanément. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. Papa essayait juste de faire ce qui est le mieux pour la famille. J'ai senti quelque chose se mettre en place en moi, calme, froid, certain. Papa essayait de faire ce qui est le mieux pour toi, et je écris. Il pensait pouvoir voler ma maison, et tu l'as laissé faire. Il y a un rapport maintenant. Réessai, et je porterai plainte. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Finalement, son message est passé. Tu vas le regretter. Je l'ai regardé pendant une seconde, puis j'ai ri doucement à moi-même. Tu n'as aucune idée, et je tapais en retour. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi, mon esprit déjà en avance, car ce n'était pas fini. Loin de là. Au moment où je suis arrivé dans mon allée, l'adrénaline s'était transformée en quelque chose de plus stable, de plus dangereux, la clarté. En sortant de la voiture, j'ai regardé ma maison différemment, non seulement comme quelque chose que je possédais, mais comme quelque chose que je devais défendre. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était mon père. J'ai ouvert le message sans hésitation. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais je ne te laisserai pas gâcher ta vie pour un malentendu. Tu vas le regretter. Un malentendu? J'ai secoué lentement la tête, puis j'ai tapé en retour. Ce n'est pas un malentendu. Tu as essayé de voler ma maison.
Quelques minutes se sont écoulées. Puis sa réponse est venue. Toi. Tu as franchi une limite. N'attends plus jamais rien de ma part. C'est à ce moment-là que j'ai compris, le testament. Toutes ces années où il parlait de comment tout irait éventuellement à Émilie, de comment elle en avait plus besoin, de comment je me débrouillerais seul. Je l'avais toujours suspecté. Maintenant je savais. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé mon avocat. Salut, et je dis quand il a répondu. Nous devons parler du testament de mon père. Il y a eu une pause. Qu'en est-il? Je pense qu'il va essayer de me rayer complètement, et je dis. Et je veux savoir ce que je peux faire à ce sujet. Une autre pause. Plus longue cette fois. Nous pouvons explorer des options, a-t-il dit avec prudence. S'il y a des preuves de coercition, de manipulation ou de représailles, il pourrait y avoir des motifs pour contester tout changement. Mais nous devons agir rapidement, surtout s'il a déjà commencé à bouger. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Je suis prête, et je dis. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas à eux. Je me préparais. J'ai raccroché et suis entré dans ma maison, verrouillant la porte derrière moi. Pendant un instant, tout était calme. Trop calme. Puis je l'ai entendu, le léger vrombissement d'un moteur qui s'arrêtait dehors. J'ai figé. Lentement, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé dehors. La voiture de mon père. Il n'en avait pas fini. Et quelque chose me disait que cette prochaine confrontation n'allait pas être comme les autres. Cette fois, il n'y aurait pas de faux semblants, pas de retenue, pas de retour en arrière. J'ai pris une lente inspiration et me suis tourné vers la porte. S'il voulait un combat, il allait en avoir un. Je suis resté là un instant, regardant sa voiture par la fenêtre, sentant cette tension familière se resserrer dans ma poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. Ce n'était même pas de la colère comme avant. C'était quelque chose de plus stable, du contrôle. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte juste au moment où mon père montait sur le porche. Il n'a pas frappé. Il n'a pas hésité. Il m'a bousculé comme s'il possédait toujours le droit d'entrer dans ma vie quand bon lui semblait. C'est comme ça que tu vas jouer, claqua-t-il, sa voix stridente de fureur. Tu vas vraiment appeler la police pour ta propre famille. J'ai fermé la porte lentement derrière lui. Non, et je dis calmement. J'ai appelé la police pour quelqu'un qui a essayé de s'introduire chez moi. Sa mâchoire s'est serrée. Ne déforme pas ça. Tu sais exactement ce que c'est. Oui, et je répondu. Je sais. C'est vous qui essayez de prendre quelque chose qui n'est pas à vous parce qu'Émilie le veut. Au son de son nom, son expression a changé, l'irritation traversant son visage. Elle a besoin d'aide, Norma. Et au lieu de te montrer à la hauteur, tu rends tout pire. J'ai laissé échapper un léger souffle, m'approchant pour qu'il n'ait plus de distance où se cacher. Non, papa. Je ne vais plus arranger sa vie. Cela a touché quelque chose. Je l'ai vu dans ses yeux. Pendant des années, j'avais été la discrète, celle qui absorbait, celle qui s'adaptait, celle qui rendait les choses plus faciles pour que personne d'autre n'ait à être mal à l'aise. Plus maintenant. Tu as franchi une limite, a-t-il dit, sa voix s'abaissant maintenant, plus dangereuse. Tu penses pouvoir simplement tourner le dos à ta famille et t'en aller sans conséquence. J'ai légèrement incliné la tête. Vous voulez dire comme me rayer de votre testament? Il a gelé. C'était subtil, un éclair, mais je l'ai attrapé. Alors, j'ai continué. Parce que j'ai déjà parlé à un avocat, et je dis calmement. Et si vous pensez pouvoir tout réécrire maintenant par dépit, vous voudriez peut-être y réfléchir à 2 fois. Ses yeux se sont plissés. Tu ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Je me suis approché, ma voix calme mais précise. Vous m'avez menacé avec ça toute ma vie. Sois une bonne fille. Sois compréhensive. Ne fais pas de problème, ou tu perdras tout. Il n'a rien dit. Voilà le truc, et je continuais. J'ai déjà tout perdu il y a longtemps. Je ne l'ai juste pas réalisé avant maintenant. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit d'autre. Pendant une seconde, la colère sur son visage s'est fissurée, remplacée par autre chose, quelque chose de plus proche de la panique. Tu es dramatique, a-t-il dit,
mais il y avait moins de conviction derrière cela maintenant. Je suis ton père. J'ai le droit d'attendre quelque chose de mes enfants. Vous avez perdu ce droit au moment où vous avez essayé de me voler, et je répondu. Le silence s'est étiré entre nous, lourd, définitif. Puis j'ai fait un pas de plus, ma voix s'abaissant. Et ne croyez pas que je ne comprends pas votre plan. Vous allez me chasser. Me couper les ponts. Tout laisser à Émilie et appeler cela de la justice. Ses lèvres se sont pressées en une ligne mince. Mais maintenant, et je dis, maintenant il y a un dossier. Il y a des preuves. Il y a une chronologie. Si vous essayez de changer quoi que ce soit maintenant, je le contesterai, et je m'assurerai que le tribunal voit exactement ce que vous avez fait. Pour la première fois, il a eu l'air incertain, pas en colère, pas en contrôle, mais incertain. Tu penses pouvoir m'arrêter, a-t-il marmonné. J'ai secoué lentement la tête. Non, je pense que je peux vous démasquer. C'était la différence. Pendant des années, il s'était appuyé sur le silence, sur des choses se passant à huis clos, sur mon absence de riposte. Maintenant, tout était au grand jour, et il le savait. Tu n'es rien sans moi, a-t-il claqué soudainement, s'accrochant à quelque chose, n'importe quoi. Tout ce que tu as est grâce à moi. J'ai presque souri. Non, et je dis doucement. Tout ce que j'ai est malgré vous. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé pour de bon. Je l'ai vu dans ses yeux, la prise de conscience. Je n'allais pas céder. Je n'allais pas supplier. Et je n'allais plus réparer ce qu'il avait brisé. Il se tenait là, respirant difficilement, la colère toujours présente, mais maintenant mêlée à autre chose, quelque chose de plus faible, la peur. Je n'appellerai plus la police, et je dis, ma voix stable. Mais ne confondez pas cela avec de la pitié. Si vous tentez quoi que ce soit de ce genre à nouveau, je prendrai des mesures légales. Et cette fois, je n'hésiterai pas, j'ai laissé les mots s'installer entre nous, pénétrer. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité, et je ajoutais. Et j'en ai fini d'être votre excuse. Pendant un long moment, il n'a pas bougé. Puis finalement, il s'est retourné lentement, comme un homme qui venait de réaliser qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. À la porte, il a marqué une pause, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu vas le regretter, a-t-il dit. J'ai rencontré son regard sans ciller. Je ne le regrette déjà pas, et je répondu. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui avec une finalité qui a résonné à travers la maison. Je suis resté là dans le silence, ma poitrine se soulevant et s'abaissant alors que tout se calmait. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il ne s'agissait même pas du testament. Il s'agissait de contrôle. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais repris. Mais au fond de moi, je savais aussi autre chose, Émilie n'était pas apparue ce soir-là. Et cela signifiait une chose, elle préparait quelque chose de son côté. Émilie n'a pas appelé cette nuit-là. Elle n'a pas envoyé de message. Et d'une certaine manière, ce silence me semblait plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un étrange sentiment de calme, celui qui ne vient qu'après que quelque chose se brise définitivement. Pas une fissure temporaire. Pas quelque chose qui peut être colmaté avec des excuses ou des prétextes. Quelque chose de final. Daniel l'a remarqué immédiatement. Tu as l'air différente, a-t-il dit doucement en me tendant une tasse de café. J'ai haussé légèrement les épaules. Je crois que j'ai enfin cessé d'espérer qu'il change. Il a hoché la tête comme s'il comprenait exactement ce que cela signifiait. Ce n'est pas abandonner, a-t-il dit. C'est se réveiller. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Mais la paix ne vient jamais sans une dernière épreuve. Plus tard cet après-midi, mon téléphone a vibré. Émilie, bien sûr. J'ai fixé l'écran un instant avant de répondre. Quoi? Sa voix était calme. Trop calme. Nous devons parler. Non, et je dis immédiatement. Nous n'avons pas à parler. Tu veux vraiment faire ça, a-t-elle demandé, une pointe d'irritation transparaissant. Tout traîner en longueur. Rendre les choses laides. J'ai expiré lentement. Tu as essayé de t'introduire chez moi, Émilie. C'est déjà laid. Il y a eu une pause. Puis elle a soupiré comme si c'était moi qui étais déraisonnable.
Écoute, a-t-elle dit, adoucissant son ton. Papa est juste stressé. Il ne voulait pas dire ça comme ça. J'ai presque ri. Il a amené un serrurier, et je répondu. Ce n'est pas du stress. C'est un plan. Encore le silence. Puis elle a changé de tactique. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle dit doucement, à compter les points, à t'accrocher aux choses. Cette maison que j'ai eue il y a des années, c'était un cadeau. Ce n'était pas censé être jeté à ma figure chaque fois que quelque chose tourne mal. Je me suis appuyé contre le comptoir, fermant les yeux une seconde. Tu l'as vendu, et je dis. J'avais besoin d'aide, a-t-elle claqué. Et tu es ma sœur. Et je me suis aidé moi-même, et je rétorquai. C'est la différence. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis vint la partie que j'attendais. Et si je te disais, a-t-elle dit lentement, que papa a déjà commencé à faire des changements au testament. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. C'était ça, la dernière carte. Je m'en doutais, et je dis calmement. Tu es vraiment d'accord avec ça, a-t-elle insisté, tout abandonné? J'ai ouvert les yeux, regardant mon salon, mon canapé, mes murs, ma vie. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, et je dis. Ce n'était pas entièrement vrai. Mais c'était suffisamment vrai. Émilie a émis un son frustré. Tu penses avoir gagné quelque chose ici? J'y ai réfléchi un instant. Non, et je dis finalement. Je pense que j'ai arrêté de perdre. Cela l'a frappé plus fort que tout le reste. Tu es incroyable, a-t-elle marmonné. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Non, et je coupais. Après tout ce que cette famille m'a pris. Silence. Puis, plus doucement, presque incertaine, elle a demandé, alors, c'est tout? Tu en as fini avec nous? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que cette question importait. Pas pour elle, mais pour moi. J'ai pensé à chaque fête qui semblait être une représentation. Chaque moment où on me disait d'être patiente, d'être compréhensive, d'être la plus grande personne. Chaque fois qu'Émilie faisait des dégâts et que l'on s'attendait à ce que je les nettoie. Chaque fois que mon père la choisissait et me disait que c'était ma responsabilité de l'accepter. J'ai pensé à la maison, non seulement comme un bâtiment, mais comme une preuve. Preuve que je pouvais construire quelque chose sans eux, que je l'avais déjà fait. Oui, et je dis doucement. J'en ai fini. Elle n'a pas argumenté cette fois. Elle n'a pas menacé. Elle a juste raccroché. Et juste comme ça, c'était fini. Non pas avec une dispute, non pas avec un cri, mais avec un choix. Les jours qui ont suivi ont été calmes. Plus de visites surprises, plus d'appels, plus de demandes déguisées en amour. Mon avocat a confirmé ce que je soupçonnais déjà, mon père avait commencé à apporter des modifications à son testament. Mais avec le rapport déposé et la chronologie établie, il y avait déjà des motifs pour contester tout ce qui semblait être des représailles. Pour la première fois, je ne réagissais pas. J'étais protégé. Un soir, je me suis tenu sur mon porche, regardant le soleil descendre derrière les maisons d'en face. L'air semblait plus léger. Ou peut-être que c'était juste moi. Daniel est sorti à côté de moi, glissant sa main dans la mienne. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui, et je dis doucement. Je pense que je le suis enfin. Parce que la vérité était que la victoire ne résidait pas dans le fait de garder la maison. Elle ne résidait pas dans le rapport de police. Elle ne résidait même pas dans le fait de tenir tête à mon père. Elle résidait dans quelque chose de plus silencieux, de plus profond, la liberté. La liberté de ne plus être la fille qui devait mériter sa place. La liberté d'une famille qui ne se montrait que pour prendre. La liberté de construire une vie qui ne tournait pas autour de la correction des erreurs des autres. J'ai regardé ma maison, l'endroit qu'ils avaient essayé de me prendre, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. C'était à moi. Pas seulement les murs, pas seulement le titre, tout cela. La vie, les choix, l'avenir. Et pour la première fois, personne ne pouvait me l'enlever.